Bonjour Kevin. Nous avons avec nous aujourd'hui un physiothérapeute de jour, un artiste de nuit et, en soi, un jeune homme qui a su se surpasser durant les dernières années et même trouver un équilibre à travers son cheminement académique, professionnel, pour se surpasser en tant qu'artiste. Bonjour Kevin. Bonjour. Et j'aimerais juste prendre un instant avant de commencer ton entrevue pour te féliciter, étant donné que tu es un bachelier de l'Université McGill. Tu détiens aussi une maîtrise en physiothérapie de l'Université McGill et tu viens tout juste de décocher un emploi à la Place Belle en tant que physiothérapeute. Qu'est-ce que tu retires de ton parcours universitaire, Kevin? Beaucoup de choses. Premièrement, la théorie, c'est pas tout. L'expérience de travail est très importante. Quand on rentre au travail, on se rend compte que on en sait beaucoup, mais on n'en sait vraiment pas beaucoup en même temps. Alors, c'est très important d'arriver au travail en tant que physiothérapeute avec l'esprit ouvert et d'être prêt à apprendre continuellement. Une question très intéressante. Est-ce que la créativité joue un rôle important chez un physiothérapeute qui exerce sa profession? Wow, c'est une très bonne question. C'est très, très important d'être créatif parce qu'un traitement doit être individualisé. Alors, toi, tu peux avoir un problème, une autre personne peut avoir le même problème que toi et les traitements, les exercices vont vraiment varier d'une personne à l'autre, dépendamment de l'âge, dépendamment de tes capacités physiques. Si tu es un athlète, si tu es une personne qui n'est pas vraiment en forme, les exercices vont changer et la façon que je traite et je progresse, mes traitements vont changer. Alors, il faut être créatif d'un sens où est-ce que je dois être capable d'avoir l'esprit ouvert et dire, OK, peut-être pour cette personne, le pattern, la technique que je fais d'habitude pour cette blessure musculo-squelettique, je dois la changer un peu pour que ça soit adapté à cette personne. Et je pense beaucoup à nos personnes qui sont un peu plus âgées. Il faut un peu modifier des fois les techniques parce qu'ils sont un peu agressives pour un corps qui devient un peu plus fragile. Donc, Kevin, pour poursuivre, qu'est-ce qui te drive et qu'est-ce qui te rend ou qu'est-ce qui te rendrait heureux en tant qu'artiste? Ben, ce qui me rendrait heureux il y a une semaine, c'est de rentrer dans le top 100 des chansons. Beatport, c'est le site international pour les DJ pour qu'ils achètent leur musique. Moi, mon but, c'était de rentrer dans le top 100 Tech House. J'ai eu deux releases, j'ai eu deux chansons qui sont sorties sur deux labels très reconnus. Serrano's Kitchen, qui est Danny Serrano. Vous regardez Les Danny releases sont Serrano. sortis quand? Excuse de t'avoir Le interrompu. 13, le 13 mars 2020. OK. Alors, un sur le label de Danny Serrano, qui est le meilleur ami à Chus and Ceballos, c'est énorme. Clap House aussi, qui sont un label qui font juste monter sans arrêt. Et les deux tracks sont dans le top 100. Alors maintenant, ça fait 2-3 jours là, que j'ai vécu ça. Alors, c'est difficile de m'en remettre afin de planifier un autre but parce qu'il faut toujours qu'il y ait un autre but. On peut pas juste vivre de ce qui vient de se passer. En tout cas, pour les fins de l'interview, tu n'as pas rendu ça intéressant. Ton rêve est déjà accompli. Non, il en reste beaucoup. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de buts. C'est juste, il faut y aller une étape à la fois. Donc là, on va parler de Skyem, donc l'artiste, la personne qu'on retrouve de nuit. Quels sont tes objectifs à court et long terme? Mais j'ai cru comprendre que tes objectifs à court terme sont accomplis. Donc là, on va y aller long terme. Qu'est-ce qui se passe? Long terme, présentement, je travaille très fort pour signer sur le label de Chus and Ceballos, Stereo Production. Alors, on est en discussion. J'espère que ça va fonctionner. C'est beaucoup de travail. Sur la créativité de la track. Eux, ils sont très distincts, sont très tribal. Ils appellent ça Iberican Sound. Alors, c'est vraiment tribal leur style, mais très tech house en même temps. Je travaille très fort pour signer avec eux. Ça, c'est mon but numéro 1 présentement. Après ça, j'ai d'autres grosses maisons de disques comme Repopulate Mars, etc., que je travaille pour signer avec eux. Ils écoutent mes tracks, ce qui est déjà un bon signe, parce que ceux qui sont dans l'industrie savent que c'est très difficile de se faire écouter les tracks. Alors déjà, ça, c'est une première étape, mais vraiment, Stereo Production, c'est mon but maintenant. Ça prend quoi pour être en mesure de vivre de son art en 2020? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais il faut pas être comme les autres. Si tu es comme les autres, tu vas pas stand out. Tu vas rester dans ta petite bulle. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des milliers de releases à tous les jours. Alors, c'est vraiment dur de sortir du lot. Pour vivre de ta musique, de ce que moi j'ai compris de l'industrie, il y a deux façons. Numéro 1, ta musique est tellement bonne qu'ils veulent te booker en show. Quand ils te bookent en show internationalement, on peut parler par soirée de 1000, 2000, 3000 dollars, sinon plus. Par soirée. Ça devient plus intéressant. Sinon, lorsque tu as ta propre maison de disques, comme par exemple, on a parlé de Stereo Production, Chus and Ceballos, ils ont 100% des royalties. Ils gardent tout dans leur poche parce que c'est leur maison de disques quand ils sortent une chanson sur leur propre maison de disques. Ça aussi, c'est une option intéressante. En général, même si on signe avec le plus grand label, ça ne va pas garantir un bon revenu parce que, toutes les plateformes prennent
un gros revenu. Je vais donner un exemple pour ceux qui connaissent Spotify. 1 million d'écoutes va apporter peut-être $500. Exactement. Ensuite, Beatport, ils prennent une grande partie. La maison de disques elle-même prend 50% des profits en général. Alors, la musique en tant que telle, c'est dur de vivre de ça. C'est plus ce qui en découle. Super. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une création est un succès auprès du public? Qui est un succès après que ça a été Exactement. release. Est-ce que tu te bases juste, par exemple, sur le nombre de views que tu as ou le nombre de fois que le nombre de lectures, pardon, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'un artiste regarde pour voir? Personnellement, le côté plus lecture Spotify, ça n'a pas vraiment d'importance Non, ok. pour moi. Je l'ai essayé, j'ai eu une chanson qui est montée à 25 000 d'écoute, What's Up, qui a très bien fait sur Spotify, mais ça m'a pas apporté quelque chose. Moi, c'est plus au niveau de la communauté de DJ. Le feedback que tu Où as. est-ce qu'il y a des millions et des millions d'utilisateurs sur Beatport. Lorsque la chanson, comme maintenant, on se parle aujourd'hui, là, direct qu'on a fini l'interview, je vais aller regarder où est-ce qu'elle est rendue, la chanson, ça monte dans le top 100. Alors, des milliers et des milliers de chansons qui sont sorties, que ma chanson soit dans le top 100, c'est là que ça me dit, Ok. elle commence à se faire reconnaître. Je pense que je viens de comprendre. C'est un peu comme l'équivalent du Billboard pour les grands artistes. Exactement. Ça peut aussi reach le Billboard, mais ça, il faut que ça soit un peu plus Ouais, commercial. ouais. L'autre aspect qui est très intéressant et que j'ai vécu très récemment, c'est quand un grand artiste, là, et là on parle Toussaint Ceballos, etc., joue ta chanson. Là, quand quelqu'un joue ta chanson, puis Ça, il publie ça, par exemple, sur SoundCloud dans l'un de leurs sets de 1 heure, ça, t'entends ta chanson, t'es comme, OK, wow, ils ont aimé ma chanson, mais ils l'ont aimé tellement qu'ils l'ont incorporé dans leur set. Ça veut dire que quand ils vont jouer ailleurs devant des crowds, ils entendent le crowd ma chanson. Ils vont Shazam ma chanson. Puis c'est là que ça devient vraiment quelque chose d'autre. Donc là, on va continuer l'entrevue en passant et en survolant le processus de création. Donc, comment est-ce que tu décrirais ton style créatif? Donc, ta façon d'entamer la mise en œuvre de ton art. Le monde qui ont déjà vu mon studio, j'ai des photos sur Instagram, des vieilles photos, mais c'est correct. Puis le monde qui sont déjà venus, ils voient que je fonctionne très analogue. Analogue étant, j'ai du hardware, des vrais synthétiseurs, j'ai un vrai drum machine. Je suis un fan de tout ce qui est physique. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui vont utiliser des samples, des sons déjà enregistrés pour faire une chanson. Moi, je crois que du 50-50, ça donne les meilleurs résultats. Avoir un côté analogue, qui est quelque chose qui part d'un circuit à l'intérieur du synthétiseur et non un son qui est préprogrammé, et quelque chose qui vient d'un son qui est préprogrammé, quand on mixe les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Moi, quand je me pointe devant mon studio, j'ai une switch que j'ouvre, tout s'allume, puis c'est comme mon cerveau, côté créatif, il vient de se libérer. Je regarde le projet, disons, je commence avec un projet vide. Il y a plein de loops. Le monde qui savent c'est quoi un loop, c'est une trame de son d'environ 4 temps. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'il y a des sons qui jouent, ça peut être des percussions, un synthétiseur, un bassline. Je vais pas à travers tout jusqu'à temps qu'il y en a un qui vienne me chercher. Quand il y en a un qui vient me chercher, je le mets et je bâtis tout autour de ça. Okay. Alors, le piano, les drums, le vibe, le groove. Il faut, s'il n'y a pas de groove dans ta chanson, si la base de ta chanson te donne pas le goût de danser, le reste de ta chanson, même si ta mélodie ou ton piano est le meilleur piano au monde, si tu as les meilleurs vocals au monde, ça va pas sonner comme il faut. Une question vient de me pop dans l'esprit, puis je me demandais, est-ce que les émotions, mettons que tu es plus content un jour ou tu étais plus triste cette journée-là, est-ce que ça affecte ta création? Je m'excuse à ma copine. Quand je suis fâché contre elle, je fais quelque chose de plus dark, plus qui frappe. Quand je suis très heureux dans la vie, qui est aussi grâce à elle des fois, mes amis, tout le monde, je fais quelque chose de plus joyeux, plus enjoué. Alors oui, ça dépend beaucoup des moods. Maintenant, avec toute cette histoire du COVID-19, je travaille sur une track depuis 1 semaine et demie, encore une fois pour Stereo Production. Puis c'est une track qui est quand même dark, rapide et qui vient chercher parce que toute cette situation est venue sortir des émotions négatives, puis il fallait que je les dégage d'une certaine façon. Comment est-ce que tu cultives ton goût artistique? Est-ce que c'est en écoutant de la musique de d'autres artistes? C'est une bonne question. J'aime écouter la musique des autres artistes parce que ça me donne des idées. Mais quand ça me donne des idées, ça me donne des idées pour une petite affaire, comme par exemple comment faire un drop, comment faire une variation, comment jouer avec telle percussion. Parce que
Entre toi et moi, si toi, tu écoutes une chanson, puis moi, j'écoute une chanson, c'est complètement différent. Ouais. Toi, tu écoutes le tout, t'aimes qu'est-ce que tu entends. Moi, j'écoute la chanson, puis je la déconstruis. Je suis comme, OK, comment il a fait ça? Comment il a fait ça? Oh, wow, ça, c'est vraiment bien fait. Comment il est arrivé à faire ça? Alors, une fois que j'écoute une chanson, ça n'affecte pas mon goût musical, ça affecte ma construction musicale. Alors, comment je vais construire ma chanson va des fois changer un peu. Je vais faire un drop différent, faire quelque chose qui va faire varier la répétition que je fais. Parce que veux pas, pour qu'un artiste se distingue des autres, comme je t'ai dit, il doit avoir son son. Il y a beaucoup de sons que je réutilise, des sons que j'ai perfectionnés qui font en sorte que quand on entend, un drop, quand on l'entend, ça c'est Skayem, on le sait que c'est l'une de ses tracks à lui. Ouais. C'est vraiment intéressant, juste la question de la perception de l'art. Tu as tout à fait raison. Moi, je regarde, tu sais, je me suis jamais assis puis j'ai dit, écoute, c'est super intéressant. Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver à ce type de job-là? Mais toi, c'est ça que tu vas rechercher. Exactement. Intéressant. Super, super, super intéressant. Est-ce que tu restes authentique dans ton procédé artistique ou est-ce que tu te laisses influencer par ce que tu entends des autres artistes dans ta mise en œuvre? De dire que je me suis jamais fait influencer, ça serait le plus grand mensonge de l'univers. Ça arrive très souvent que quelqu'un, n'importe quel artiste, n'importe quel entrepreneur va voir quelqu'un qui est plus avancé, quelqu'un qui a plus de succès et faire « Ah, il a fait ça, ça a fonctionné pour lui, je vais essayer de faire la même chose. » C'est la pire erreur que quelqu'un peut faire. La meilleure chose à faire, c'est ouvre ton projet, si tu es un artiste par exemple. Vas-y avec ce que tu ressens, vas-y avec ce que tu feels, vas-y avec la vision que tu as et ne te laisse pas influencer pour que tu deviennes un miroir de quelqu'un d'autre. Fais ce que tu ressens, sors les émotions que tu as, fais la construction que tu imagines et ça va faire en sorte que tu te distingues des autres personnes et ça va te donner beaucoup plus de succès que si tu copies quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Et si quelqu'un l'a déjà fait et que tu essaies de le copier, en général, il l'a mieux fait. Parce que toi, tu essaies juste de le copier, d'arriver proche de ce qu'il a fait, mais lui, il l'a déjà fait et le succès est déjà arrivé. Alors toi, essaie de faire ton succès avec quelque chose de nouveau. Et quelqu'un d'autre va essayer de faire ce miroir avec toi. Exactement. Puis ça devient... Ouais. C'est là que ça devient intéressant pour toi. Parfait. Ben écoute, pour vraiment passer à la prochaine question, dans le fond, j'aimerais faire un retour avec la physiothérapie. Donc, toi, tu as des semaines de travail qui doivent ressembler entre 40 et 50 heures par semaine, c'est ça? Autour du 40 heures en général. Donc, comment est-ce que tu fais pour équilibrer travail et production artistique, musicale? C'est un mot. Guys, dans toute la vie, si vous avez des ambitions qui sont très fortes, c'est la discipline. Alors moi, je me lève à 7h30 du matin, 8h des fois quand je suis lazy, puis je travaille... 30 minutes. 30 minutes, mais 7h30, 8h. Je me lève, je prends mon café, je descends au studio direct, je fais 2h, 2h30 de musique. Ensuite, si j'ai le temps, je m'en vais au gym ou je vais faire du sport. Et après, mon travail est à 12h30. 12h30 jusqu'à 8h du soir. Puis le soir, si j'ai un petit peu de temps, un peu de réseaux sociaux pour finaliser la journée. Vraiment bien que tu commences tes journées à 12h30. Ça a bien tourné. Là. Lundi au jeudi, c'est mes journées les plus productives le matin. Certainement. Le week-end, je le garde beaucoup pour quand je joue des gigs ou la famille, la copine, les amis.